Cet homme s'appelle Loïc Séché. Il a fait 10 ans de prison pour un viol qu'il n'a pas commis. Enfin, tout de même, ne l'oublions pas, Séché a toujours nié. C'est quand même pas rien. Ses parents n'ont jamais cessé de le soutenir. S'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime, qu'on le libère. Didier Delporte est accusé d'avoir tué sa femme, Chantal. Qu'on me mette ça sur le dos, c'était le cocotier, quoi. La police ne trouve aucune preuve, mais il est incarcéré. Et de le voir derrière des barreaux. Parce que si les gens n'ont pas d'argent pour se défendre, n'ont pas une famille comme j'ai moi pour m'entourer, ben voilà, on croupit en prison pour rien. Didier Delporte, Loïc Séché, 2 erreurs judiciaires, 2 vies brisées par la justice. L'affaire Loïc Séché commence ici en 2000, à la Chapelle-Saint-Sauveur, un village agricole aux confins de l'Anjou. Un bourg de 747 habitants, c'est ici qu'est né Loïc Séché. Joseph Pavie a longtemps été le maire de la Chapelle-Saint-Sauveur. Il parle de Loïc comme d'un homme vulnérable. C'était le coupable idéal, qui ne savait pas se défendre. D'ailleurs, j'en ai discuté avec son ancienne institutrice qui me disait, c'est le petit gamin comme il était à l'école de la Chapelle, là. Il avait un œil qui était un petit peu, disons, différent de l'autre, et c'est souvent lui qui prenait les coups, hein. Loïc Séché est jardinier au chômage. Pour gagner sa vie, il travaille parfois chez la comtesse, Madame Dantenaise, dans cette propriété. Jeanne Dantenaise est l'héritière d'une grande famille de la Chapelle-Saint-Sauveur. Elle connaît bien Loïc, elle aussi. Un garçon, personnalité très, très gommée, si vous voulez. Et puis, pas de travail. Il avait travaillé un peu à l'entretien d'un golf, mais je pense que, je ne sais pas pour quelle raison, il n'est pas resté. Il devait faire un petit peu la bringue avec avec des copains, ça c'est sûr, comme beaucoup d'entre eux. Parce qu'ici, c'est quand même, dans ce pays-ci, c'est un défaut majeur, hein, on boit beaucoup. Loïc Séché est célibataire et il fréquente souvent des voisins qui habitent dans cette maison. Des voisins qui ont une fille de 13 ans scolarisée dans le collège du bourg voisin. C'est cette jeune adolescente que nous appellerons Virginie pour protéger son anonymat, qui va plonger Loïc Séché dans la tragédie. En février 2000, au collège où est scolarisée la jeune fille, l'équipe éducative est inquiète. Virginie est anorexique. Ses amis lui posent des questions. Elle leur raconte alors qu'elle est victime de terribles sévices. Je suis témoin d'avoir entendu Virginie dire qu'elle s'était faite violer et battue par un ami de ses parents à plusieurs reprises. Qui est l'homme qui aurait violé et battu cette adolescente ? Au collège, les professeurs interrogent la jeune fille. Au cours de cet interrogatoire, un nom est prononcé, celui de Loïc Séché. Daniel Picard est un ami de Séché. Il a reconstitué les faits. Les professeurs, après un interrogatoire que je qualifierais de musclé dans le sens où ça a duré pas que 3 heures, hein, quand même, ils arrivent à lui faire dire que c'est un habitué de la famille, un habitué des gens que les parents voient souvent, qui aurait eu des gestes déplacés vis-à-vis d'elle. Oui. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, le nom de Loïc Séché est prononcé, mais par le père. Par le père, pas par la fille, par le père. Dès lors, la machine judiciaire se met en route. Le 27 novembre 2000, Loïc Séché est interpellé et placé en garde à vue dans cette gendarmerie. L'adolescente l'accuse de l'avoir agressé sexuellement 3 fois en l'espace de 8 mois. La première fois en février 2000. Loïc Séché aurait tenté de la caresser, l'aurait allongée sur le canapé du salon, lui aurait enlevé son pantalon et tenté de la pénétrer avec son sexe. La deuxième agression aurait eu lieu 5 mois plus tard. Il lui aurait touché les seins et le sexe et aurait tenté d'introduire son sexe dans sa bouche.
Et la troisième agression se serait produite 8 mois plus tard. Loïc Séché aurait attrapé Virginie chez elle et l'aurait emmenée sur un canapé. Il aurait tenté d'avoir des relations sexuelles avec elle. Après lui avoir caressé les seins, il serait finalement parti sans rien dire. Loïc Séché nie tout en bloc, mais il n'a aucun alibi pour aucune des 3 agressions. Il ne se souvient pas de ce qu'il faisait ces jours-là. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes. Étrangement, à la chapelle Saint-Sauveur, l'arrestation de Loïc Séché ne s'ébruite pas tout de suite. Le maire de l'époque, Joseph Pavie, l'apprend par hasard 15 jours plus tard au bal des pompiers. J'ai aperçu le frère et la sœur de Loïc Séché. Il était à l'entrée de la salle, il pleurait. Alors, quand on est maire, on est toujours à l'affût de ce qui se passe dans sa commune. Je t'ai les trouvé, j'ai dit « Qu'est-ce que vous avez à pleurer ?» Il pleurait chaud d'or. Alors, comme il dit, Loïc est en prison. Alors, moi je dis « Loïc est en prison ?» Oui, en prison. Mais pourquoi? Parce qu'il a violé une fille. C'est comme ça que je l'ai appris. Alors moi, ce que j'admets mal, c'est qu'étant officier d'état civil depuis longtemps, connaissant tous les habitants de la commune, qu'on ne soit pas venu, lors de l'enquête, trouver le maire disant comment que ça se passe, surtout que je les connaissais bien, comment que ça se passe chez toi. Le 12 décembre 2003, le procès de Loïc Séché s'ouvre devant la cour d'assises de Nantes pour viol sur mineur. Un procès à huis clos. Loïc continue de clamer son innocence. La jeune adolescente, elle, aggrave ses accusations. Devant les jurés, elle ne lui reproche plus seulement 3 agressions, mais 7. À l'issue des débats, il est condamné à 16 ans de réclusion criminelle, une peine confirmée 1 an plus tard, en appel. Derrière les barreaux, Loïc Séché continue de clamer son innocence. Il écrit à ses amis, il parle de faux témoins, il affirme qu'il est en paix avec sa conscience. Maurice Tarot est ancien conseiller régional. C'est lui le premier qui prend la défense de Loïc Séché. J'écris à Loïc pour lui soutenir le moral un peu et ne comprenant pas ce jugement. Et plus j'allais le voir, plus j'étais convaincu qu'il y avait une erreur. En 2006, Maurice, avec d'autres villageois, crée un comité de soutien en faveur de Loïc Séché pour alerter l'opinion publique sur cette affaire. Ça, c'est le premier article qui est paru, un comité de soutien, Loïc Séché à Ancenis. Il est paru le 26/12/06. Il y a eu de nombreuses irrégularités dans cette enquête. Le comité Loïc Séché dénonce un mini-outreau. Là, on y allait un peu plus loin. Articles dans la presse, réunions dans les salles communales, le comité de soutien se bat sans relâche pour Loïc Séché. C'est à Varade, le village voisin dans ce bar-tabac, que les membres du comité se retrouvent régulièrement pour établir leur plan de bataille. Selon eux, l'enquête de gendarmerie n'a apporté aucune preuve matérielle contre Loïc Séché. L'officier, l'OPJ qui l'interrogeait lui a dit « Écoute Séché, tu ferais mieux de dire la vérité car nous avons relevé des traces de sperme sur le jean de la petite. » Et Séché a dit à ce moment-là « Mais puisqu'il y a du sperme, n'hésitez pas, je me soumets à un test ADN et je suis d'accord. » Le test ADN a eu lieu, il a signé en conséquence, on lui a pas fait de la salive, il n'a jamais eu le résultat du test ADN. Oui. Les gens savent bien qu'on a pris position très nettement. Alors il y en a qui sont venus me dire « Mais Maurice, t'as rien vu ? Et comment tu peux prendre position ?» Je dis « Il n'y avait rien à voir. Si toi tu as vu quelque chose, dis-moi. » Mais personne n'a vu Loïc dans une situation condamnable. C'est au fond sur des interprétations pensées que finalement il a été condamné. C'est fou. Oui, parce qu'une dame a dit qu'elle l'avait vu mettre la main sur les hanches d'une jeune femme à l'occasion d'une fête locale. Moi, je faisais la psychologie de bazar, je dirais, elle en rêvait pour elle. Quand même, c'est que quelqu'un puisse être condamné à 16 ans, sans preuve, sans aveu, sans confrontation avec l'accusateur ou avec la prise dans le cas. Mais c'est horrible. Jean-Pierre Chenet est journaliste.
Il a scrupuleusement épluché le dossier judiciaire de Loïc Séché et il y a trouvé de nombreuses incohérences. Il suffit de regarder le dossier et on s'aperçoit qu'il y a des quantités de choses qui n'ont pas été faites pour rechercher la vérité. Il y a des choses surprenantes qui ont été complètement oubliées comme cela. La chose la plus surprenante, l'expertise du médecin qui a examiné la jeune fille. D'après son rapport, elle est toujours vierge. Et ce ne serait pas la seule incohérence. Il n'y a jamais eu de reconstitution qui aurait permis de vérifier la véracité de ce qui était proposé comme agression. Et on aurait sans doute peut-être vu que certaines agressions posaient des questions. Cette affaire divise le village en deux. Ceux qui croient en la culpabilité de Loïc Séché et ceux qui le défendent, allant même jusqu'à mettre en avant une cabale contre l'accusé. Pour le comité de soutien, certains pourraient trouver un intérêt dans la condamnation de Loïc Séché. Le dessous de cette histoire est digne d'un roman de Marcel Pagnol. Daniel Picard veut nous montrer un bien que Loïc Séché possède et qui attiserait toutes les convoitises. Une source. Ça, c'est la mine d'or de Loïc Séché. Et il en est tout à fait conscient, il en a toujours été conscient, que cette source a été, je dirais, la jalousie et l'envie de beaucoup de monde. Pour un arboriculteur, l'eau, c'est la vie. Et quand on a une source aussi inépuisable, ça fait des envieux. Cette source aurait-elle causé la perte de Loïc Séché ? La parcelle qui est en face de sa source appartient à un arboriculteur, un élu local. Ce fut la première personne qui est allée voir Loïc quand il était en préventive pour lui dire « Et maintenant que tu es en prison, que fais-tu de tes terres ?» À la chapelle Saint-Sauveur, l'affaire Loïc Séché alimente les querelles. Sur la place du village, dès que nous évoquons le nom de Loïc, beaucoup se détournent. Le sujet est tabou. Les villageois n'acceptent de nous parler que sous couvert d'anonymat. Et qu'on s'approche et qu'on parle de Loïc Séché, il change de chemin, pourquoi ? Pour pas être connu, qu'on l'aime bien, qu'on défend son cas. Parce qu'ici, c'est difficile. Oui, ça divise. Ça. Et quand il a été arrêté, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, vous ? J'ai eu du mal à y croire. Alors je dis, il y a une erreur, c'est pas ça. Il fallait bien se mettre à l'évidence après. Non, après, moi, ça m'a monté contre les autres, je peux le dire ouvertement. Que j'étais pour Loïc et contre ceux qui l'accusaient. Vous y croyez, vous, à la source ? Oui. Seule la comtesse d'Antonaise, dont la famille a régné sur le village, accepte de nous parler à visage découvert. Elle nous explique pourquoi, selon elle, les gens se taisent. Ils craignent, je pense, un peu qu'en prenant position, ils risquent de se mettre à dos le pouvoir du maire. Ils n'ont pas beaucoup de courage de leurs opinions. Et alors donc, en prenant parti, ils risquent de se mettre à dos la puissance régnante. Voilà. Les gens ne veulent pas se mettre mal avec le maire d'une commune rurale. Cette histoire, je pense que c'est une histoire montée de toutes pièces. C'est mon intime conviction. Pendant ce temps, les années passent. Loïc Séché continue de purger sa peine. Il est obligé de vendre sa maison et ses terres pour payer les frais de justice et les dommages et intérêts à la victime. Mais il garde sa source. De son côté, le comité de soutien continue son combat. En 2005, il fait appel à un ténor du barreau, Maître Dupont-Moretti. Quand je suis allé voir Dupont-Moretti en 2005 à Lille, il me dit il faudra un élément nouveau. Je pose la question à Dupont-Moretti, je dis mais qu'est-ce que vous appelez un élément nouveau ? Et là, c'est lui qui me dit je vais vous en donner un, très simple. Supposons que la victime revienne sur ses aveux, dise c'est pas Séché qui m'a violé. Il dit voilà un élément nouveau. Je dis oui, mais enfin là on rêve. 3 ans plus tard, coup de théâtre. Le 31 mars 2008, Virginie se rétracte. Elle écrit une lettre qu'elle envoie au procureur de Nantes. Je déclare avoir accusé à tort Loïc Séché. Je n'ai pas été victime de viol ni d'agression sexuelle de sa part. J'étais dans une période de confusion mentale et j'ai fini par être persuadée de ce que je dénonçais. Loïc Séché est innocent. Je ne supporte plus de le savoir en prison. Virginie veut libérer sa conscience. Elle va voir une avocate pour lui demander de l'aide.
Elle s'adresse à maître Cécile de Oliveira. Moi, ce qui me frappe, c'est son courage, hein, parce que je pense que c'est vraiment un grand courage que d'arriver à faire inverser un peu le rouleau compresseur d'une histoire judiciaire qui est aussi longue et qui est longue au regard du jeune âge de cette fille. Pour Loïc Séché, qui est depuis 8 ans derrière les barreaux, c'est un immense espoir. Son innocence va peut-être enfin éclater au grand jour. À Paris, la commission de révision se réunit au palais de justice. Les juges vont réexaminer l'affaire. S'ils pensent que la rétractation de la victime est sincère, ils convoqueront alors la cour de révision qui innocentera peut-être Loïc Séché dans quelques mois. Daniel Picard a fait spécialement le déplacement. Il est optimiste. Il espère que Loïc Séché va retrouver la liberté aujourd'hui même. Cour de casse. Je pense que cette fois-ci, ne serait-ce qu'au moins la liberté, je crois qu'on va l'obtenir aujourd'hui. Et si on l'obtient, ce sera déjà une première victoire. Maître Dupond-Moretti est au rendez-vous. C'est derrière cette porte qu'il va plaider. Une audience à huis clos. L'avocat réclame la mise en liberté de Loïc Séché et demande à la commission de transmettre le dossier à la cour de révision pour qu'elle innocente son client. L'audience dure un peu plus d'1 heure. À l'issue des débats, Maître Dupond-Moretti ressort, la mine défaite. La commission refuse la mise en liberté de Loïc Séché et se donne 1 mois de réflexion pour savoir si elle transmet le dossier à la cour de révision. Ah, attendez, moi je ne peux pas croire que dans un dossier comme celui-là, la commission ne nous donne pas satisfaction, Enfin, ce serait, mais moi je le dis, une injustice, mais totale. Séché est condamné parce que cette jeune fille l'accuse. Cette jeune fille dit aujourd'hui, mais je m'en veux de l'avoir accusé, il est innocent. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Si on n'a pas de doute là, alors le doute est mort. Fait rarissime, l'avocate de la victime plaide elle aussi en faveur de l'accusé. Et je pense que la rétractation sur plusieurs mois d'une personne est un élément essentiel, s'agissant d'un crime dans lequel il n'y a pas de témoin, est suffisant à mon sens pour qu'il y ait un doute et qu'il y ait une révision. C'est le point de vue que je défends. Mais je le défends vraiment fortement. C'est très important pour moi qu'on tienne compte de ce qu'une personne dit. Quand elle met hors de cause quelqu'un, sur plusieurs mois, ça a pour moi beaucoup de poids, et en tout cas, vraiment plus qu'une accusation par une enfant. Que va décider la commission? Les magistrats vont-ils transmettre le dossier à la cour de révision? Elle se donne 1 mois de réflexion. L'attente commence. À la chapelle Saint-Sauveur, le comité de soutien garde espoir. J'espère bien qu'avec tous les éléments actuels, c'est pas possible autrement, qu'il va être libéré, blanchi, c'est pas possible autrement. Pendant toutes ces années, Maurice a soutenu Loïc, mais aussi ses parents. C'est des anciens agriculteurs, lui est fatigué, elle aussi, ils sont fatigués tous les deux. C'est des retraités agricoles. Le fait, depuis que Loïc est dans l'opinion publique considéré comme innocent, ils ont, disons, ils ne rasent plus les murs comme ils l'ont fait, quoi. Ils se sont sentis comme leur fils accusés pendant tout un moment. Ah, c'est juste en face. C'est dans cette petite maison que vivent Joseph et Marie-Louise Séché. C'est la première fois qu'ils acceptent de parler du drame qui a brisé leur vie. Ils viennent de recevoir une lettre de leur fils. Non, c'est la dernière parce que c'était le jour de son anniversaire. J'ai lu avec attention ton écrit sur mon affaire que tu compares à Manon des Sources. Tu es dans le vrai. Pour moi, je suis déjà mort. Mais je plains les jeunes qui vont devoir affronter l'immoralité de ce monde. Quelle dure épreuve pour eux. Moi, je voudrais être loin de cette soi-disant civilisation qui engendre tant de misère. Qu'est-ce que la justice vous a fait? Souffrir. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous voulez qu'enfin la justice s'excuse? Tout à fait.
et qu'elle reconnaisse, s'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime, qu'on le libère. Pour des parents, c'est leur très cher souhait. Voilà. Voilà la ligne. De la prison, Loïc Séché nous a adressé un courrier. Une fois encore, il répète qu'il est en paix avec sa conscience. S'il y en a qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, moi je le suis. Retour au palais de justice de Paris. Après un mois d'attente, la commission va enfin rendre sa décision. Loïc Séché va-t-il sortir de prison? Son dossier va-t-il être révisé? Le verdict tombe. La commission de révision vient de décider la saisine de la cour de révision. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des éléments suffisamment probants dans le dossier pour qu'on puisse envisager un nouveau procès. Mais est-ce qu'il va être libéré, Loïc? Alors il n'a pas été remis en liberté, ce qui est absolument invraisemblable. Sur quel motif? Risque de pression sur la partie civile avec une décision qui stigmatise le fait qu'elle a fabulé et que la vérité, on ne peut plus la décider. C'est une décision très très nette sur la saisine de la Cour et en même temps on maintient Séché en détention, c'est absolument invraisemblable. Absolument invraisemblable. Loïc Séché reste donc en prison. Pour Daniel Picard, c'est la consternation. J'ai rencontré ses parents il y a une semaine, j'ai déjeuné avec eux. J'ai en face de moi 2 personnes dont plus de 80 ans qui avaient un grand espoir de pouvoir passer leur Noël et leur fête de fin d'année avec leur fils. Ça va quand même faire la 8e année qu'ils passent un Noël en prison. Je ne sais pas ce qu'il faut à la Cour de cassation quand la victime ou pseudo-victime se rétracte 4 fois. Et qu'est-ce qu'il leur faut de plus comme preuve pour pouvoir mettre quelqu'un en liberté? La justice française est une vieille dame indigne qui n'a pas de marche arrière, elle est comme les avions. C'est très difficile quand on veut libérer quelqu'un et qu'on n'a personne à mettre à la place. Dans l'affaire de Loïc Séché, on n'a pas accusé à mettre à la place pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de viol. Combien de temps Loïc Séché va-t-il encore rester emprisonné? Pour son comité de soutien, une nouvelle attente commence. C'est quoi ce combat pour vous, Maurice? Pour la justice. C'est ne pas dire... à partir du moment où on est convaincu d'être en face d'une injustice pareille, quelqu'un condamné à 16 ans pour ce qu'il n'a pas fait. On ne peut pas rester les mains dans les poches et dire moi je m'en vais, j'ai bien de quoi passer mon temps autrement. On ne peut pas rester indifférent. Qui ne dit rien consent. Donc on ne peut pas ne rien dire. Mardi 30 mars 2010, la Cour de révision se réunit enfin. Les magistrats vont-ils innocenter Loïc Séché? Gare Montparnasse, dans le TGV qui arrive à quai, le comité de soutien est venu en force. 6 hommes en colère qui espèrent connaître ce soir l'épilogue de l'affaire Loïc Séché. Enfin, on est venu là avec vraiment l'espoir de ne pas avoir besoin de s'en aller jusqu'à la Commission européenne. Qui resterait... Vous ne laisserez pas tomber. On ne peut pas le laisser tomber. Le dossier est déjà prêt pour la Cour européenne. On y va? On y va. On y va. Pour ces hommes, c'est peut-être la fin d'un long combat. Des années d'efforts et de travail, simplement pour réparer une injustice. C'est ici, à la Cour de cassation, que l'audience va se tenir. Dans la salle des pas perdus, Maître De Oliveira, l'avocate de la jeune fille, est venue, cette fois encore, sans sa cliente. Aujourd'hui, la jeune fille n'est pas avec vous, en tant que partie civile. Non. Pourquoi? Elle n'a pas souhaité venir aujourd'hui à la Cour de révision. Elle m'a chargée de présenter des observations de son intérêt. C'est trop difficile pour elle? Oui, et je pense que c'est la confrontation directe avec la justice, compte tenu de sa situation, sera extrêmement difficile. Maître Dupont-Moretti, l'avocat de Loïc Séché, va demander l'annulation de la peine de son client. 14h, les portes de la salle d'audience s'ouvrent, la presse et le public sont autorisés à rentrer. Tout le monde va découvrir le visage de Loïc Séché. L'homme qui clame son innocence en prison depuis 10 ans, c'est lui. Au bout de quelques minutes, photographes et caméras sont priés de quitter la salle.
L'audience va commencer. Elle va durer 3 heures. Cette fois, l'avocat général requiert la suspension de la peine. Loïc Séché va être libéré. Reste à savoir quand. Mais pour l'instant, il n'est toujours pas déclaré innocent. La cour va décider si oui ou non, elle lance un nouveau procès. Invité à s'exprimer, Loïc Séché dit simplement « Je serai très court. Depuis le 27 novembre 2000, j'ai toujours clamé mon innocence. J'espère que vous l'entendrez aujourd'hui. Quant à Virginie, je souhaite qu'elle se reconstruise. » C'est sur ces mots que l'audience se termine. Maître Dupond-Moretti est satisfait. Loïc Séché va retrouver la liberté. Mais quand ? Ceux qui veulent objectivement, scrupuleusement, minutieusement examiner le dossier ont évidemment le sentiment que cet homme a été condamné à tort. Il en est aujourd'hui à 2641 jours de prison. L'avocate de Virginie est satisfaite, elle aussi. Je souhaite bien évidemment que cette décision soit une décision qui mette un terme à des souffrances. Maurice, lui, appelle sa femme, à Varade. Ah oui, parce qu'elle doit avoir des coups de fil en pagaille. Comment ? Oui, Monique ? Maurice, là, on sort, dis donc, on sort. Ça a été beaucoup plus long, alors finalement, décision favorable. À Loïc. Non, c'est aussi bien. Qui pense encore que c'est aussi bien qu'il sorte pas ce soir comme on est prêt. Mais il va sortir rapidement maintenant. C'est une libération qui va se faire dans les semaines qui viennent. Moi, j'en demandais pas plus, quoi. Et ça, quand vous l'avez entendu, ça vous a fait quoi ? Ça nous a fait plein de bonheur. Hein. Vous êtes ému ? Non, mais enfin, un peu quand même. Allez, vous êtes heureux ? Ah bah oui, très heureux. C'est le grand jour quand même aujourd'hui pour voilà, Loïc. Voilà. Et pour ses parents surtout. Pour ses parents, pour Marie-Louise et Joseph, non ? Oui. Vous avez pensé à eux tout le temps ? Tout le temps. Vous avez été ému là. Hein ? Pour le comité de soutien, c'est l'aboutissement d'un long combat qui se terminera quand Loïc sortira enfin de prison et quand il sera déclaré innocent par la justice. « 15 jours plus tard, la cour de révision se réunit pour la dernière fois. Va-t-elle, oui ou non, libérer enfin Loïc Séché et va-t-elle l'innocenter purement et simplement ou organiser un nouveau procès ? Il est libre, mais il doit comparaître devant des juges alors que le parquet général et la plaignante souhaitaient qu'il n'y ait pas d'autre procès. Enfin voilà, la cour de révision a du mal à réviser. Moi je suis à la fois ravi parce qu'il recouvre la liberté et extrêmement déçu parce qu'on a un mal fou dans ce pays à reconnaître que la justice a pu se tromper. Or elle s'est trompée au moins à 2 reprises en ce qui concerne Loïc Séché. Quelques heures plus tard, à Nantes, les portes de la prison s'ouvrent devant Loïc Séché. Après 10 ans de réclusion, il retrouve enfin la liberté. Il a préparé quelques mots. Je veux que ma vie puisse se poser dans les meilleures conditions. Le sort s'étant acharné sur moi, je veux mettre ma liberté sous contrôle judiciaire, à préparer mon 3e procès afin que la justice m'innocente. Aujourd'hui, Loïc Séché n'a qu'un seul but, que la justice reconnaisse son innocence pour lui, mais aussi pour ses parents. Cet homme, lui aussi, a été broyé par la machine judiciaire. Pendant plus de 10 ans, il a été accusé d'avoir assassiné sa femme, Chantal. J'étais longtemps à me demander, allez, c'est bon, tu vas te réveiller, c'est un cauchemar, t'es dans ton lit ou... Et mais non, c'est pas un cauchemar, et vous êtes dedans, et quand ça vous arrive, j'ai du mal à admettre ce qui m'arrivait. Un cauchemar judiciaire qui commence par une histoire d'amour entre un jeune homme de 19 ans et une jeune fille de 17 ans, Didier et Chantal. Lui a choisi de faire carrière dans l'armée. Chantal, elle, est vendeuse. Un petit couple sans histoire qui se marie le 5 septembre 1992 à Péranchy, dans le nord de la France.
Ça devait être la femme de ma vie, hein. Comme dit le prêtre quand on se marie. Mais c'était quelqu'un de super. Jamais d'engueulade, toujours d'accord, très facile à vivre. Elle avait fait beaucoup de sacrifices pour moi parce que le jour où j'ai décidé de m'engager, elle m'a dit, on en a parlé, j'ai dit, tu sais, je t'étais amené à quitter la région, à muter à droite à gauche, l'armée c'est ça quoi. Et elle m'a dit, moi je m'en fiche à partir du moment où je suis avec toi. En 1993, Didier est muté dans une garnison à Metz. Le couple s'installe dans cet immeuble, pas très loin du centre-ville. On est où j'habitais avec Chantal, au 103 rue Kellermann. Donc l'appartement qui est au premier étage à gauche. Là. Ça ravive de très bons et de très mauvais souvenirs en fait. Les jeunes mariés vont vivre 5 années dans cet appartement. 5 années de bonheur. Ce jour-là, ils fêtent leur anniversaire de mariage. De leur union va naître une petite fille, Justine, en 1996. Ces images ont été tournées seulement quelques jours avant que le bonheur de Didier et Chantal ne sombre dans l'horreur. C'est un endroit où j'ai passé de très bonnes années et où malheureusement c'est mal terminé, quoi. Le 2 mars 1998, Chantal est retrouvée sauvagement assassinée de 26 coups de couteau, le corps calciné, dans la cave de son immeuble. Je me suis souvent demandé qui était capable de faire ce genre d'atrocité, quoi. Parce que quelqu'un qu'on tue d'une balle, qu'on poignarde, voilà, quoi, mais qu'on s'acharne comme ça, qu'on y mette le feu. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour cacher des indices? J'ai jamais compris. Très vite, tous les soupçons se portent sur Didier Delporte. Pour la justice, c'est lui le meurtrier. Qu'on me mette ça sur le dos, c'était le cocotier, quoi. Pourquoi Didier est-il devenu le suspect numéro 1? Que s'est-il passé le 2 mars 1998 au 103 rue Kellermann? Ce jour-là, Didier quitte son domicile à 4h30 du matin. Il embrasse pour la dernière fois sa femme sur le pas de la porte. Il part pour Fontainebleau, où il doit effectuer un stage militaire. Sur le chemin, il s'aperçoit qu'il a oublié une pochette avec ses papiers d'identité. J'ai fait demi-tour et je suis revenu vers l'appartement pour récupérer tout ça, quoi. Il est 6h du matin quand le 2 mars 1998, Didier est de retour chez lui. Et je monte tout de suite à l'appartement et Chantal n'y était pas, il y avait le chien. J'ai fait le tour vite fait de l'appartement. Où est Chantal? Didier est inquiet. Il fait le tour de l'appartement et découvre sa petite fille de 15 mois qui dort profondément dans sa chambre. Le chien est là aussi, mais Chantal, elle, est introuvable. Où peut-elle bien être? Didier ressort pour aller voir à la boulangerie qui se trouve au coin de la rue, mais elle est fermée. De retour dans l'immeuble, une épaisse fumée a envahi le hall. Didier appelle les pompiers. Quand les pompiers et la police sont arrivés, ils sont allés tout de suite intervenir dans la cave, en fait. Et au bout d'un moment, il y a un des pompiers qui est remonté et qui a dit qu'il y avait quelqu'un là.
Les pompiers parlent du corps d'une jeune fille en train de se consumer dans la cave. Serait-ce le corps de Chantal? Donc, tout de suite, j'ai couru pour voir ce qui se passait. Et avant d'arriver tout en bas des escaliers, j'étais remonté par un militari, par deux sapeurs-pompiers en fait, qui m'ont dit que j'avais rien à faire là, quoi. Puis c'était plein de fumée, il y avait... puis là, j'ai compris ce qui s'était passé, quoi. Le médecin légiste dépêché sur les lieux dénombre 26 plaies à l'arme blanche. Il note que le corps a été arrosé de white spirit et qu'il est en partie calciné. Chantal gît face contre terre. C'est un médecin qui est venu me voir après en me disant que c'était bien mon épouse qui était à la cave et qu'elle était décédée, quoi. Mais les conditions dans lesquelles elle était décédée, je l'ai appris que beaucoup plus tard, quoi. C'est cette porte qui est là-bas? Ouais. Vous ne pouvez pas aller jusque là-bas. Déjà, venir ici... C'est trop difficile. Ah, je pensais pas que je l'aurais aussi dur. C'est la première fois depuis le drame que Didier revient ici. 12 ans ont passé, mais la douleur est toujours aussi vive. Alors que s'est-il passé ce jour-là? Qui a tué cette jeune maman? C'est la police criminelle de Metz qui est chargée de l'enquête. Les enquêteurs font une perquisition dans l'appartement de Didier et Chantal. À l'intérieur, ils ne trouvent aucune trace de lutte, ni de sang. Les enquêteurs demandent ensuite à Didier de les suivre au commissariat central. C'est là qu'ils m'ont emmené, ouais. Et c'est là que le calvaire il se poursuit, quoi, parce que au début c'était très compatissant, très gentil, Puis bon, après, on vous interroge une première fois, puis là après on vous met dans une cellule, et là on veut d'enlever votre ceinture, enfin voilà. Puis là, on n'est pas plus bête que les autres, on a déjà vu des films à la télé avec des gardes à vue, puis on se dit mince, c'est moi la victime dans ce coup-là, c'est pas moi qu'on va enlever les lacets, je crois bien. Pendant 36 heures, les policiers interrogent Didier sur son emploi du temps. Les hommes de la police criminelle veulent savoir pourquoi il a fait demi-tour ce matin-là. Moi j'étais dans le gaz, complètement dans le gaz. Et à la fin de la première garde à vue, vous avez le commissaire qui vous tape dans le dos, dit allez Didier, faut être fort pour elle, pour votre petite fille, faut être fort. C'est d'hypocrisie complète, quoi. Didier est remis en liberté, mais les investigations se poursuivent. Tous les occupants de l'immeuble sont interrogés, ainsi que les proches de Didier et Chantal. Dans les procès-verbaux, tout le monde est unanime. Il n'y avait aucun problème de couple. Mais dans l'immeuble d'en face, les policiers recueillent un témoignage qui accable Didier. Son témoignage, on sait toutes les conséquences qu'il y a eu lors de cette enquête et ce qui a motivé la juge d'instruction de me mettre en détention, en fait. 6 mois après le meurtre, Didier est arrêté et placé une deuxième fois en garde à vue. Et là, 6 mois plus tard, c'était beaucoup plus violent. Enfin, il voulait me faire avouer. Il disait, on a vérifié, on a mis tes parents sur écoute. Alors, il prêchait le faux pour savoir le vrai, en fait. Ils m'ont même dit, t'avais une maîtresse, alors que c'était faux, quoi. Mais quand vous entendez ça de leur bouche et quand vous connaissez votre vie, quand vous savez que vous êtes un mari attentif, vous êtes prévenant, ça fait mal et à la fois c'est douloureux, puis vous avez de la rancœur vis-à-vis de ces gens parce qu'ils se permettent de vous salir et de salir la mémoire de votre femme pour juste arriver à leur fin. Outre le témoignage du voisin qui l'aurait vu le matin du meurtre, un autre élément accable Didier. Des traces de white spirit retrouvées sur ses mains.
Didier clame son innocence, mais pour la police, son sort est scellé. Il est transféré au centre de détention de Queuleux, à Metz. Pour sa défense, il fait appel à une grande avocate pénaliste de Lille, Blandine Lejeune. Elle va démonter les 2 éléments à charge en commençant par les traces de White Spirit. Lui, la trace sur les mains de White Spirit, il l'explique, il dit « moi je suis descendu », il est descendu. Or, l'expert dit qu'effectivement, ça peut être des émanations. Et d'ailleurs, il a du White Spirit, il a des traces légères de White Spirit sur certains de ses vêtements. Il est descendu dans la cave, donc les simples émanations de White Spirit. Il a touché la rampe pour descendre, il a pris le trousseau de clés. Quand les pompiers ont ramené le trousseau de clés, il a ramassé le trousseau de clés. Donc autant d'éléments qui peuvent laisser supposer que ces traces significatives, qui étaient des traces très légères de White Spirit, ont pu être occasionnées à ce moment-là. Quant au voisin qui aurait vu Didier à l'heure du meurtre, pour Maître Lejeune, son témoignage est loin d'être probant. Et le témoin à charge, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Il décrivait une tenue, alors je ne sais plus si c'était polo jaune, jean clair, il est en jean noir et en pull. Enfin, rien ne correspondait. Rien. En creusant l'affaire, l'avocate découvre très vite de nouvelles pistes qui ont à peine été explorées par les enquêteurs. D'abord, le témoignage de 2 femmes de l'immeuble d'en face. Elles racontent que quelque temps avant le meurtre, elles ont reçu dans leur boîte aux lettres des revues porno avec des simulations de scènes de crime. Une piste qui n'a pas été suivie. Deuxième indice, une touffe de cheveux avec 2 ADN inconnus a été retrouvée près du corps de Chantal. À qui appartiennent ces cheveux? Le mystère demeure encore. Que je sois coupable ou innocent, avec le recul, je suis persuadé qu'ils n'en ont rien à fiche. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre classé sur le dossier, hein, et puis voilà, quoi, au suivant. Après 1 mois de détention, Maître Lejeune parvient à faire libérer Didier Delporte, mais il reste inculpé du meurtre de sa femme. Il repart vivre chez ses parents dans le nord de la France, avec sa petite fille de 15 mois. Avec cette mise en examen, sa carrière militaire est brisée. Il trouve un emploi de chauffeur de bus. Madame, quand il est arrivé à ce moment-là, ça devait être... C'est comme si c'était hier. On a récupéré Justine tout de suite après l'enterrement de Chantal. Et la petite, on l'avait, c'était un beau bébé. Et on l'adorait, c'était notre première petite fille. Et de le voir derrière des barreaux... de se voir fouiller, de voir toute notre vie étalée au grand jour, aussi bien pour eux que pour nous. D'avoir été mis sous écoute comme ça pendant tant de temps sans qu'on ne savait rien, alors qu'on n'avait rien à se reprocher. Ma belle-fille, c'était comme ma fille. Elle était toujours souriante, toujours joviale. Combien de fois j'adorais, je l'adorais de toute façon. Je plaisantais avec. Aussi, c'était une fille idéale. Jamais personne n'aurait imaginé que cette jeune femme puisse disparaître d'une façon aussi tragique. Aidé de son avocate, Didier Delporte va tenter de se disculper et de sortir des mailles de la justice. Ensemble, ils vont essayer de trouver le meurtrier. Il y a eu 6 mois de recherche, ils m'ont arrêté, ils avaient leur coupable. À partir de là, tout ce qui a été fait, c'est de notre propre fait. Toutes les analyses qui ont été faites, c'est Maître Lejeune qui a demandé à la juge d'instruction les différentes procédures. On épluchait les faits divers sur la région et même au-delà de la région. Et dès qu'il y avait effectivement une ressemblance, je demandais à ce qu'on compare les ADN, puisqu'on avait des ADN en mélange. Jusqu'au dernier moment, juste avant l'audience d'assises, j'ai demandé effectivement à ce qu'on compare les ADN retrouvés dans la cave avec les ADN de ces 2 marginaux qui ont assassiné le petit Valentin.
L'affaire du petit Valentin. C'était en août 2008, à Lagnieu, près de Lyon. Un couple de routards, Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego, assassinent Valentin, 11 ans, de 44 coups de couteau. Un mode opératoire qui ressemble au meurtre de Chantal. Maître Lejeune demande à ce que leur ADN soit comparé à ceux retrouvés près du corps de la jeune femme. Ils ne correspondent pas. Ça a été fait. Il se trouve que c'était pas les leurs. Les années passent, aucun coupable n'est jamais retrouvé. Pour la justice, Didier est toujours le meurtrier de sa femme, mais il reste un problème, le mobile. Pourquoi aurait-il tué Chantal? On a passé des années d'instruction à enquêter sur un mobile. Il fallait qu'on trouve un mobile. On avait un meurtre, on avait un assassin, il manquait un mobile. Donc la juge a instruit tous azimuts pour trouver un mobile. Jusqu'à... Et c'est écrit noir sur blanc, donc c'est pas moi qui me fais des films. Penser que il a tué sa femme parce qu'il partait à un stage, que ce stage était capital pour lui, et que s'il avait raté ce stage, c'en était fini de sa carrière de militaire. Donc il était tellement nerveux qu'il l'a assassiné. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Je vous assure, c'est écrit noir sur blanc. Le 8 février 2009, 11 ans après les faits, Didier Delporte est jugé par la cour d'assises de Metz pour le meurtre de sa femme. Pour lui, c'est la descente aux enfers. C'est quelque chose qui me terrifiait, quoi. Parce qu'imaginez, j'ai perdu ma femme, je perdais ma fille, c'était la femme tout. Au terme de 5 jours d'audience, l'avocat général demande 20 ans de prison contre Didier Delporte. Et une des thèses de l'avocat général aux assises, c'était de dire, bah oui, elle a dû le rabaisser, ou elle a dû le regarder d'un air qui lui plaisait pas. Enfin, c'était du grand guignol, excusez-moi, hein, franchement, de penser qu'on puisse tuer sa femme pour ça. Mais je me souviens que j'avais dit il y avait beaucoup de femmes dans le jury. Mais mesdames, faites attention à la façon dont vous regardez vos maris le soir en rentrant chez vous, parce que s'il suffit de ça pour qu'ils vous emmènent dans la cave et qu'ils vous larment d'une vingtaine de coups de couteau, qu'ils mettent le feu à votre corps et que voilà comment vous allez finir, regardez-les gentiment, hein, parce que ça fait peur quand même. Pour la famille de Didier, le procès est insoutenable. C'est une semaine que j'oublierai jamais. Une semaine inoubliable. Inoubliable. Ça nous a démoli notre santé. Après 3 heures de délibéré, le verdict tombe. Didier est acquitté. Quand on a su l'acquittement, on était tous heureux. On s'est tous pris dans les bras. Et je lui avais dit, de toute façon, j'avais dit, on est venu à 4, on repart à 4. Le pire, c'est qu'on... Tu dois pas t'en faire, j'avais dit. S'il y a un bon Dieu sur terre, on reviendra tous les 4. Et je l'ai dit sans arrêt au tribunal. On est venu à 4, on repart à 4. Le parquet ne fait pas appel de la condamnation. Didier est innocenté définitivement, grâce aussi au soutien financier de sa famille. Le compte exact, je l'avais fait, c'était plus proche des 30-35 000 euros qu'autre chose, quoi. Tout le monde, son frère, tout le monde a mis de l'argent. Et les premiers trucs aux avocats, on a mis de l'argent. Son frère tout de suite, son frère a fait des chèques. Ça, il peut dire toute la famille s'est mobilisée. Hein. Parce que si les gens n'ont pas d'argent pour se défendre, n'ont pas une famille comme j'ai moi pour m'entourer, ben voilà, on croupit en prison pour rien. Didier vit aujourd'hui dans cette maison avec sa fille et sa nouvelle compagne, Samantha. Ensemble, ils ont un petit garçon, mais Didier reste hanté par cette histoire. Je revis pas à 100%, ça c'est clair. C'est quelque chose qu'on vit avec, on le cache majoritairement. Je ne veux pas dire qu'on essaie de l'enfouir, mais bon. Mais c'est vrai que quand on en parle,
tranquille, quoi. 12 ans après le meurtre, le mystère reste entier. On ne sait toujours pas qui a tué Chantal Delporte le 2 mars 1998. Didier espère que la justice va tout faire pour retrouver enfin le meurtrier.